Alors, je poursuis le cours sur les lois de Coulomb. Donc là, c'est la deuxième partie. Dans la première partie, j'ai mis en évidence le phénomène de frottement. Puis j'ai fait apparaître des angles de frottement, d'adhérence, phi0 qu'on retrouve ici, ainsi que les facteurs d'adhérence, enfin de frottement et d'adhérence, petit f et petit f0. Bien, alors là, je vais exprimer les lois de Coulomb pour pouvoir faire des calculs. Et je vais me mettre dans le cadre d'un contact ponctuel, donc pour illustrer ça simplement. Et puis donc ensuite, on se généralisera à des contacts de type surfacique, où on verra réapparaître les densités surfaciques de force que nous avions vues dans le cas des charges réparties. Bien, donc contact ponctuel entre le solide 1 et 2, donc ici au point A, passe par ce point, comme vous le savez, donc un plan tangent commun aux deux solides, que j'ai nommé π. Et maintenant, je vais exprimer les lois de Coulomb dans deux cas. Le cas avec glissement, puis ensuite l'adhérence. Alors, glissement, donc ça veut dire qu'il y a mouvement, d'accord. Et je vais m'intéresser à l'action de 1 sur 2. Donc, comme il y a mouvement, si vous vous souvenez de ce qu'on a vu dans le premier cas, on avait donc la composante tangentielle de la résultante qui était opposée à la vitesse de glissement. Mais alors attention, alors c'est ce qu'on voit ici, donc je fais apparaître une vitesse de glissement, mais comme je m'intéresse à l'action de 1 sur 2, d'accord, 1 sur 2, il faut que je m'intéresse à la vitesse de 2 par rapport à 1. Faites très attention à ça, d'accord. Donc, en quelque sorte, on inverse les indices. Vous voyez, ici, c'est la vitesse de 2 par rapport à 1, et là, c'est l'action de 1 sur 2. D'accord? Voilà. Donc, première chose à faire, en fonction donc, du sens du mouvement, donc, on exprime la vitesse de glissement, et à partir de cette vitesse, on peut positionner la composante tangentielle donc, de 1 sur 2 ici. Donc, dans le plan tangent, tout ça c'est situé dans le plan tangent, et la composante tangentielle est directement opposée à la vitesse de glissement. Alors, pour exprimer ça, eh bien, on peut... Alors, les lois de Coulomb nous indiquent que l'on peut donc passer par un produit vectoriel. Donc, produit vectoriel de la vitesse par la composante tangentielle égale vecteur nul. Pour indiquer donc qu'ils sont sur le même support, ces deux vecteurs. Voilà, première chose. Ensuite, pour exprimer qu'ils sont de sens opposé, on peut passer par un produit scalaire. Alors, entre les deux vecteurs, on a un angle π, donc le produit scalaire il va être inférieur à 0. Produit scalaire de la vitesse par la composante tangentielle, inférieur à 0. Voilà. Puis ensuite, rappelez-vous, donc dans la première partie, avec le parallélépipède, j'avais montré que la résultante s'inclinait d'un angle phi par rapport à la normale au plan tangent. La normale, attention, il faut bien retenir ça. Tout ça, c'est très important. Donc, la résultante s'incline d'un angle phi appelé angle de frottement par rapport à la normale, d'accord, au plan. Et alors, pour traduire ça, on peut passer par la composante normale et tangentielle, vous voyez, et dire que la norme de la composante tangentielle, eh bien, ça va être la tangente de l'angle phi fois la norme de la composante normale. Donc, j'écris ça comme ça. Voilà. Avec, je le réécris, donc avec petit f est égal à la tangente de l'angle phi. Alors je ne rappelle pas ici, puisque c'est dans la première partie, donc phi est appelé angle de frottement. Donc là, ça c'est une troisième équation. Alors bon, pour récapituler, donc les deux premières équations ici, enfin l'équation et l'inéquation, donc montrent que, donc en fait,
la vitesse de glissement est directement opposée à la composante tangentielle, d'accord, hein, de la résultante de l'action de 1 sur 2. Voilà, directement opposée. Donc située sur le même support, mais de sens opposé. Et ensuite, vous voyez, ici cette troisième équation, en fait, oui, indique que la résultante est inclinée d'un angle phi, mais aussi qu'il y a proportionnalité, d'accord, entre les composantes tangentielles et normales. D'accord? Bon, voilà. Donc ça, c'est très important à retenir. Alors oui, là, j'ai dessiné un cône qu'on appelle cône de frottement, qui indique en fait que, quel que soit le sens du déplacement, eh bien, la résultante sera toujours située donc, sur une génératrice d'un cône, dit de frottement, d'accord, à un angle phi, donc de la normale au plan. Voilà, phi étant le demi-angle au sommet du cône, dit de frottement. Bon, voilà. Et alors, oui, il faut aussi savoir que, quelle que soit la vitesse, hein, dès qu'on a un mouvement, eh bien l'inclinaison donc sera de la résultante par rapport à la normale sera de l'angle phi, dit angle de frottement. Hein. Cet angle ne varie pas, il restera constant. Bien, maintenant je passe au second cas, l'adhérence. Alors dans le cas de l'adhérence, on a équilibre, et là, donc on s'intéresse à la tendance au mouvement, hein, puisqu'il n'y a pas de mouvement, donc on ne fait pas apparaître des vitesses. Donc tendance au mouvement, c'est-à-dire que là, ici, manifestement, vous voyez, j'ai poussé donc le solide vous voyez, vers la gauche, et donc la composante tangentielle hein, de la résultante de 1 sur 2, vous voyez, est dirigée vers la droite. Alors, je rappelle aussi que, donc ça c'était au début de la petite expérience, donc on commençait par pousser le solide, vous savez le parapipède avec une toute petite force, on avait donc la résultante qui s'inclinait d'un angle alpha, un petit angle alpha, et puis au fur et à mesure qu'on augmente l'effort de poussée, cet angle alpha, donc il grandit pour atteindre un angle limite phi 0, dit angle d'adhérence. Hein, et puis ensuite, quand on pousse avec un peu plus d'effort, eh bien on a glissement, donc on retombe dans ce cas. D'accord? Voilà, alors, bon, je vous avais expliqué tout ça, et je vous avais d'ailleurs dit que phi 0 est supérieur à phi. D'accord? Alors là, maintenant, pour traduire le fait que bien, la résultante, vous voyez, se situe donc, en fait, par rapport à la normale, hein, est inclinée d'un angle qui, au maximum, est égal à phi 0, et bien on peut passer par une équation, vous voyez, dire que donc, la norme de t est inférieure ou égale à petit f0 fois la norme de n, tout simplement. Hein. Voilà, donc t est inférieur ou égal à petit f0 fois norme de n. Voilà, ça traduit le fait en fait que donc la résultante reste à l'intérieur de ce qu'on appelle maintenant un cône d'adhérence qui a pour demi-angle au sommet phi 0. Voilà, donc l'égalité c'est l'équilibre strict. Hein, mais sinon on reste à l'intérieur de ce cône. Voilà, donc ça c'est à retenir avec donc petit f0 est égal à la tangente de l'angle phi 0, dit angle d'adhérence. Et alors je vous avais dit aussi dans la première partie que très souvent pour les calculs, très souvent on prend petit f0 égale petit f. D'accord? Voilà. Hein, et très souvent aussi, on se place à l'équilibre strict. C'est-à-dire qu'on se place dans le cas de l'égalité. Donc on a petit f0 égale petit f. Dans les sujets, vous trouverez ça, angle de frottement égale petit f. Et on mène les calculs à l'équilibre strict, hein, très souvent, la plupart du temps. Et ensuite, on peut discuter de l'équilibre et passer par une équation après coup. Voilà comment donc on procède. Hein. Bon, voilà, on a tout dit. Donc après, eh bien, on passera au contact de type surfacique. Alors maintenant, rapidement, donc je vais traiter cet exemple-là, dit frottement radial, dans le cas d'une liaison pivot,
On pourrait aussi avoir une pivot glissant, d'axe OZ, avec un plan de symétrie pour la répartition des forces élémentaires. Et ce plan, c'est OXY. Alors, on l'avait traité dans le cas des liaisons parfaites. Alors, je vous rappelle que dans le cas d'une liaison parfaite, orientée donc de cette manière, on avait donc le torseur de 1 sur 2 qui faisait apparaître deux composantes pour la résultante, selon X et Y. Et comme l'axe central donc, de ce torseur, qui était de type lisseur, donc passait par le point O, eh bien, le moment était nul au point O. D'accord? Donc on avait deux inconnus statiques. Alors maintenant, avec frottement. Alors avec frottement et jeu, parce que je vous rappelle que la liaison parfaite c'était sans jeu. Donc là maintenant, j'ai grossi exagérément le jeu évidemment, pour localiser le contact ici, si vous voulez. Voilà. Donc, alors je vais écrire le torseur de 1 sur 2. Alors la résultante, elle est toujours exprimée dans le plan. Je l'écris vite fait avant de continuer. Voilà. Mais alors, bon, la résultante. Alors, vous voyez, bon, on a un arbre, c'est une liaison pivot avec l'arbre 2 qui tourne dans le palier 1, si vous voulez, avec le contact, oui, ici on l'a localisé au point A, en grossissant le jeu. Voilà. Alors, si on tourne dans ce sens, la vitesse de glissement du point A de 2 par rapport à 1, elle est dirigée comme ceci, d'accord, orthogonale au rayon, comme vous le savez. Ce qui me permet donc maintenant, puisque je vais m'intéresser à l'action de 1 sur 2, de positionner la composante tangentielle de la résultante, donc de 1 sur 2, qui est directement opposée à la vitesse. Ok? Voilà, donc je l'ai dessiné ici. Ensuite, la composante normale. Alors oui, le plan tangent, on est bien d'accord, il est là, normal au rayon, si vous voulez. Et la composante normale, eh bien, elle est portée par le rayon, donc elle passe par haut. Et donc, la résultante, qui est la somme des deux, vous voyez, ici maintenant est incliné évidemment de l'angle phi de frottement, puisque donc il y a mouvement, voilà, par rapport à la normale, toujours, d'accord? Voilà. Et alors, maintenant, comme l'axe central donc, de ce torseur de 1 sur 2, qui est toujours un glisseur, ne passe plus par O, mais par A, vous voyez, le moment n'est pas nul au point O, il va être nul au point A. Ce qui nous permet donc de calculer le moment. Donc je vais faire moment en O, parce que là je l'écris au point O, le torseur. Donc de 1 sur 2, c'est égal donc au moment en O, pardon, je cherche, oui, le moment en O. Le moment en A qui est nul, plus donc la résultante de 1 sur 2, vectorielle AO. D'accord? Voilà. Bon alors, si je veux connaître, alors ce vecteur il sera porté par Z, d'accord? Donc en fait ici ça sera, donc il y aura une composante selon Z, donc c'est N, 1, 2, Z, voilà. Et si on veut connaître la valeur absolue de N1, 2, vous voyez, donc on prend la norme du moment en O d'1 sur 2, qui est égale donc à la norme de la résultante. Voilà. Fois donc la norme de AO, qui est égale au rayon, fois donc le sinus de l'angle formé par ces deux vecteurs, qui est ici le sinus de l'angle phi, l'angle de frottement. Voilà. Alors, évidemment, vous voyez ici, donc, on rajoute une composante par rapport donc, à ce qu'on avait fait pour la liaison parfaite, mais on ne rajoute pas d'inconnu. N12 est connu à partir, donc, alors, la résultante, la norme, c'est la racine carrée, si vous voulez ça, c'est la racine carrée de x12 au carré plus y12 au carré. Voilà, fois, donc, bon, la même chose qu'ici. Voilà, R sinus phi. Donc, on ne rajoute pas d'inconnu, puisque donc la résultante, donc on l'exprime à partir des composantes ici. Et puis donc le R, on le connaît. Puis l'angle phi, on le connaît également, puisqu'on connaît donc les caractéristiques des matériaux, l'état des surfaces en contact, etc. Donc ça, on vous le donne. En général, on donne F. Donc, on connaît phi. Voilà, d'accord? Donc,
faut faire attention quand il y a frottement. Hein, donc il faut reprendre ce qu'on avait fait, hein, attention, hein, c'est plus du tout la même chose. Généralement, donc, on rajoute des composantes, mais qui ne sont pas des inconnus forcément, là, vous voyez, hein, ici, puisqu'on peut les trouver donc, à partir des composantes de la résultante et de l'angle du facteur de frottement, hein, ici. Voilà. Bon, ben maintenant, il nous reste à faire des exercices pour appliquer ce qu'on vient de voir.